Bonjour, Grèce, soin d'État, Eric. Et ce matin, Ferdinand, vous revenez vous aussi sur le pétrole guetté avec le CSFPPP, champagne, gratification et petits arrangements entre copains. Vous rappelez que le procès reprend ce mercredi matin. Hein? Oui, tout à fait. Vous savez, cher Eric, depuis quelque temps, nous avons fait une trêve dans les publications sur le pétrole gate, histoire de voir un peu que les gens racontent, toutes les théories que les gens alignent sur les réseaux sociaux, sur les médias, les trucs les plus farfelus. Je donne un exemple. En passant, j'avais lâché un jour qu'un pays ami nous a donné du pétrole, un pays asiatique. J'ai lu quelque part que c'est une fausse information, que le pays asiatique que j'ai cité n'est pas producteur de pétrole pour pouvoir faire un don de carburant au Togo. Mais vous voyez comment est-ce que les Togolais étalent sur la place publique leur ignorance criarde. Besoin d'être un pays producteur de pétrole avant de faire un don à un pays tiers. Vous savez que beaucoup de pays asiatiques, depuis le choc pétrolier en 1970, le pétrole étant une ressource stratégique, et il y a beaucoup de pays non producteurs qui achètent le pétrole, qui raffinent, qui stockent, et qui parfois font des bons ventes. Même le Togo dans les années 70, et Adem avait pour projet de construire une raffinerie au pour raffiner le pétrole brut venant du Nigeria. Et donc, quand les gens étalent, ces gens les gens s'invitent dans les dossiers dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants, parfois vous trouvez vraiment ça ridicule. Et pourtant, on n'a pas besoin d'aller dans un amphithéâtre aujourd'hui pour apprendre ça. Avec le téléphone intelligent, il suffit de lancer un moteur de recherche sur Google, ça prend à peine quelques secondes pour savoir que dans le monde entier, il y a des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, mais qui en font le stock, qui raffinent et qui vendent ou qui donnent. Oui, bon, ça c'est une parenthèse. Alors pour revenir à votre question, effectivement ce matin, nous essayons, dans notre parution à la veille de la reprise de ce procès-là, de lâcher quelques éléments mineurs, mais qui renseignent sur la manière dont ce comité a fonctionné depuis des années, comment est-ce que les gens s'arrangeaient entre copains, petits amis, pour mettre de l'argent dans les poches. Et donc, ce matin, c'est un nombre de documents. Vous savez, généralement, les membres du comité, les ministres de tutelle ont des avantages. Les avantages liés à leur présence dans le comité. Donc, il y a les jetons de présence, il y a les bons de carburant. Je vous avais dit que certains ministres avaient jusqu'à 1000 litres de carburant par mois. Et ils ont le comité achète des billets d'avion à certains ministres, à leurs épouses et tout. Mais il se fait que lorsque le comité lance un appel d'offres, les dossiers, les frais d'achat de dossiers, dans l'orthodoxie budgétaire, ces frais devaient être versés au trésor. C'est comme vous allez à la Sûreté, par exemple, acheter un dossier d'appel d'offres, les fonds récoltés par la Sûreté doivent être convoyés au trésor. Alors, il se passe que les membres du comité décident souverainement de se partager cet argent. En plus de toutes les gratifications qu'ils ont, le salaire des membres permanents. Donc, à chaque fois qu'il y a appel d'offres et que bon, les fonds d'achat de dossiers sont là, on décide de distribuer l'argent à qui on veut. Et puis voilà, on décide de distribuer l'argent à qui on veut. Et donc chacun venait prendre sa part comme dans un buffet sur la place publique, chacun vient et il fait son menu. Et donc nous ce matin on essaie de lâcher ces documents-là pour dire à ceux qui depuis un certain temps étaient en train de s'agiter autour de ce dossier-là que nous n'avons pas lancé cette bombe pour rien. Nous savons ce que nous étions en train de faire dans ce dossier, nous avons les éléments qu'il faut et nous jugerons à la mesure de la protection de nos sources, parce que la protection des sources est une donnée fondamentale pour les journalistes. Nous jugerons de la mesure qu'il faut pour nous aujourd'hui de lâcher certains documents pour éclairer l'opinion de tout ce qui se passe ce qui s'est passé dans ce comité-là. Là, vous voyez sur la une du journal et c'est pas une décharge, c'était reçu de commandes de champagne, 13 millions et quelques pour juste une réunion, alors que ce comité perçoit 2 francs sur chaque litre de carburant que les Togolais achètent à chaque fois que les Togolais vont dans une station-service pour prendre du carburant. Voilà les éléments, quelques éléments que nous passons aujourd'hui dans le journal. Les gens verront, les lecteurs verront ceux qui émargent et prennent de l'argent, les ministres
un certain nombre de personnes. Et ça, ce n'est qu'une petite goutte d'eau que nous jetons dans la mer. Et nous pourrons balancer d'autres documents lorsque nous le jugerons nécessaire, histoire de faire comprendre aux gens que ce dossier est une nébuleuse et ça risque de faire des dégâts. Oui, et puis nous apprenons tout à l'heure par la voix de Credo TT, vous l'avez certainement suivi, sûrement que vous avez aussi les mêmes informations, que l'audit commandé par le gouvernement togolais, les auditeurs ont rendu leur enquête et il semblerait que les auditeurs recommandent que les Radakli et celui qui assure l'intérim aujourd'hui de ce comité soit mis à la disposition de la justice. Je peux vous dire que c'est une vérité. Nous suivons, je vous l'avais dit plusieurs fois ici à l'antenne, que nous suivons de très près le travail des inspecteurs. Et je vous ai dit, les inspecteurs qui faisaient ce travail-là, c'est les inspecteurs du Trésor et les inspecteurs des finances. Donc c'est les deux branches qui étaient en train de faire l'audit. Et depuis quelques jours, leur rapport a été déposé et les bonnes feuilles, hein, les informations qu'on a reçues autour de ce rapport-là montrent que la situation est très grave et que le rapport est beaucoup plus accablant que ce que nous avons dit. Nous avons parlé de 500 milliards. Aujourd'hui, les chiffres dépassent largement les 500 milliards et c'est extrêmement grave. Et donc, dans l'une des recommandations de ces inspecteurs-là, à l'endroit du ministère de tutelle et bien évidemment certainement à l'endroit de la présidence, c'est la révocation de certains membres de ce comité-là, notamment M. Francis Adjakli, Fabrice Adjakli et M. Condon qui est l'actuel coordonnateur qui assure l'intérim. Et la recommandation ne s'arrête pas là. Il faut les révoquer selon les inspecteurs, mais il faut les mettre à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Et cher Eric, vous savez, ce qui s'est passé dans ce dossier, ce qui se passe dans ce dossier est extrêmement grave pour le Togo. C'est extrêmement grave. Et quand, pendant quelques mois que ce sujet a emballé l'opinion, on entendait les gens développer toutes les théories les plus inimaginables, les plus farfelues. Nous qui avons fait ce dossier-là, on était tranquilles et puis on riait dans notre petit coin. Aujourd'hui, voilà, les faits sont là, plus graves que ce que nous ayons dit. Et on peut imaginer, on sait aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs circuits de malversation, des détournements des dons des pays amis, évalués à des milliards, des commandes frauduleuses, des milliards qu'on a mis en compte de cantonnement, genre TAT, les intérêts tombés, on se les partageait, les commissions auprès des traders, un certain nombre de circuits. C'est pour cela que nous avons parlé de mécanismes de détournement. On n'a pas dit qu'on a mis 1000 francs quelque part et puis 500 ont disparu. Nous avons parlé de mécanismes de détournement. Et si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine, si vous n'êtes pas expert dans le domaine, vous ne pouvez pas détecter le mécanisme qu'ils ont mis en place pour détourner ces milliards dont nous avons parlé. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits à la veille de la reprise de ce procès-là et nous sommes beaucoup plus reconfortés dans notre position parce que c'est nous qui avons servi de lanceur d'alerte aujourd'hui. Et cette recommandation des inspecteurs qui demandent pour la première fois au Togo que des gens soient mis à la disposition de la justice dans un dossier aussi fumant et une nébuleuse comme le dossier de Petrol Gate, je pense que en tant que journaliste, on aura fait notre travail et voilà. Très bien. Ben, écoutez, on a compris en tout cas. Et nous espérons, pour finir, nous espérons que maintenant que le rapport est remis aux autorités et que nous avons commencé par avoir des confidences de ce qui se trouve dans ce rapport-là, il faut mettre ce rapport à la disposition du public, notamment les institutions de lutte contre la corruption, la justice, pour que chacun puisse savoir ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On parle de peut-être de 10 ou 15 ans de gestion de ce comité-là dans l'opacité totale. Donc ce n'est pas un rapport à mettre sous le boisseau, il faut mettre ce rapport à la disposition de tout le peuple togolais pour que les gens sachent ce qui s'est passé et que les responsables de ces détournements-là, pour qu'une fois Togo soit puni, il faut au moins à partir de cette affaire-là lancer un message fort à l'endroit de ceux qui prennent des libertés avec l'argent public. Très bien, on a compris, on lira tout ça dans votre journal de toute façon. Merci beaucoup Ferdinand Aïté. Merci, grand soin de Eric. Et bonne journée. À plus tard.